Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette conférence sur le Web Today. Effectivement, on va parler de médias aujourd'hui. Il y a un an, on avait fait une conférence pour savoir quelles étaient les migrations entre les startups, les médias, comment est-ce qu'on pouvait créer de nouvelles formes de médias. Voilà un an qu'on a fait cette conférence. Je vous propose qu'on refasse une autre conférence justement aujourd'hui pour savoir où on en est, quel est le bilan, quel est l'avenir effectivement. Et une thématique effectivement qui nous est tous assez proche, si vous avez fait un peu la fête hier. Certains aujourd'hui parlent de gueule de bois dans les médias. Alors je vous propose qu'on accueille tout de suite Damien Vandacter, Éric Scherer et Pierre-Yves Platini. Bon Damien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on était là l'année dernière et je trouve que ça s'améliore. Maintenant, on a des petits fauteuils. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a 50 minutes à peu près, et puis ensuite, il y aura des questions pour parler d'innovation média et pour voir ensemble, faire le bilan. Et je vais commencer par Éric Scherer, donc, qui est directeur de la prospective de France Télé. Éric, tu as sorti un cahier des tendances des médias que tu sors tous les semestres, pardon. Et effectivement, à chaque fois, c'est Ziad Malouf chez RFI qui en parlait et qui disait à chaque fois c'est extrêmement optimiste, tu es toujours dans la volonté qu'on aille beaucoup plus loin. Et l'édito que tu as fait dedans est assez contrasté, je dirais. Tu parles même de gueule de bois des médias, en tout cas gueule de bois du numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi aujourd'hui tu as une complexité à parler de numérique dans les médias et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore plus compliqué d'évangéliser et de faire en sorte que cette culture digitale rentre dans les médias? Bonjour à tous. Oui, tu as raison, c'est un peu la gueule de bois, et ça nous complique la vie. Ça nous complique la vie à nous qui devons essayer de partager, de faire partager notre enthousiasme à des institutions plus anciennes qui sont souvent assez non seulement hésitantes, mais parfois les deux pieds sur les freins. Pour adopter pour adopter les nouveaux outils et les nouvelles pratiques numériques. La gueule de bois, elle vient d'il y a juste un an. Il y a un an hier, c'est l'affaire Snowden-NSA qui démarre. Et dans la foulée, on s'aperçoit progressivement tous que se met en place, grâce au web, une société de surveillance. Et donc les vieux médias ont beau jeu de nous dire, voyez, regardez ce que vous nous aviez dit là, ce qu'ils sont en train de faire vos petits copains. Pourquoi ? Parce que non seulement les gouvernements démocratiques se mettent à surveiller les citoyens à leur insu, mais les géants du web, les plus grandes sociétés qui étaient avant des startups, coopèrent, collaborent. Et non seulement aide les gouvernements, mais évidemment, il y a tout l'autre aspect, l'aspect business, puisque toute votre vie privée, elle est partagée, elle est même revendue à tout un tas de gens, à votre insu également. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est justement une bonne chose pour le journalisme de voir que Snowden a pu sortir, qu'il y a des lanceurs d'alerte aujourd'hui? En fait, presque, tu as raison sur le fait que d'un point de vue presque macro, pour le digital, c'est une gueule de bois. Mais pour le monde du journalisme et des médias... non, pour le monde du journalisme, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça secoue un peu... heureusement qu'il y a des gens qui regardent sous le tapis ce que d'autres essayent de nous cacher. Non, pour le journaliste, c'est évident que c'est une bonne chose. La pétition, en tout cas, qu'a lancé l'Express, c'est aussi, à mon sens, une bonne chose. Je reviens quand même sur cette situation, cette société de surveillance qui se met en place. Parce que ça, c'est quand même un sujet super important. C'est un sujet sociétal, c'est pas un sujet média, c'est un sujet de société. Non seulement vous avez les gouvernements, vous avez les géants du web qui se mettent un peu à déconner, et puis vous avez les fournisseurs d'accès. Quand les fournisseurs d'accès, donc les telcos, se mettent à dire qu'ils vont choisir les contenus qui vont être fournis et vont faire de la discrimination, en d'autres termes, remettre en cause la neutralité du net, vous avez les trois acteurs majeurs aujourd'hui de la société numérique qui sont en train de nous mettre des bâtons, enfin non seulement de mettre en cause notre modèle, notre pacte social, mais aussi de mettre en danger l'avenir des médias. L'avenir des médias, si on n'a pas la neutralité du net. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les journalistes et les médias français, en tout cas, ne se mobilisent pas, parce que ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est vraiment le sujet d'avenir
de liberté d'expression, de liberté d'information et de liberté d'innovation qui est en danger aujourd'hui si on peut avoir des voies rapides sur Internet et des voies lentes. Alors Damien, toi tu as monté le Lab d'Avanac, donc cette voiture bleue que vous voyez, ou ce monospace, c'est ça? Bleu qui est devant le Web Today. C'est une voiture complètement connectée. Comment tu l'as vécu, toi, justement, ce côté gueule de bois et se dire, parce que toi aussi, tu étais presque, on peut dire, évangéliste dans certains médias, pour aller tout d'un coup prêcher le fait qu'un autre journalisme est possible. Comment tu l'as vu, toi, tout d'un coup, ce fait qu'on peut te dire assez vite, oui, mais vous voyez, le numérique, c'est pas aussi merveilleux que ça. Vous connectez des voitures, c'est génial, mais tout compte fait, aujourd'hui, on est dans une société, comme le dit Eric, de surveillance. À quoi bon? Et qu'est-ce que tu leur réponds à ça? Et comment tu arrives à sortir de cette problématique? Ouais, écoute, c'est très complexe. En même temps, moi je pars du principe qu'il y a... il faut d'abord que les gens aient envie de comprendre, en fait. Et ça fait sans doute partie du rôle du journaliste d'essayer de faire que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Et comme Eric a pu le dire, c'est vrai que c'est difficile de voir dans des rédactions ce manque de culture numérique, de compréhension des enjeux. Moi, c'est vrai que j'ai un parcours où j'ai eu l'occasion de travailler en radio, en télé, et puis en presse écrite quand j'étais en agence de presse. Les enjeux qui sont derrière ont toujours été cachés par une espèce de couche de surface qui est de se dire oui, mais attention, si Google Earth arrive, on va voir les bases militaires en Belgique. Et on a toujours vu le côté négatif de la chose avant de commencer à voir le côté positif, c'est-à-dire qu'on peut faire son métier un peu autrement. Et là, on a un retour de flamme où on se le prend en pleine tronche. Et où on a, j'ai presque dire, la vieille garde qui arrive d'un ton très paternaliste en train de dire on vous l'avait dit, il ne fallait pas plonger là-dessus, il fallait pas y aller. Ce sont les chouans, hein. C'est la contre-réforme qui est en cours. C'est la contre-révolution qui vient, c'est le balancier qui revient, c'est on vous l'avait bien dit, etc. Alors, le truc que moi j'essaye de faire à mon petit niveau, parce que c'est une goutte d'eau, mais le fait de pouvoir travailler avec des étudiants, moi c'est un choix que je fais aussi dans, je vais presque dire mon propre modèle économique dans ma start-up, c'est de se dire on va avancer avec ceux qui ont envie d'avancer et on va essayer d'amener cette culture numérique avec ces enjeux-là aux plus jeunes, à ceux qui veulent faire ce métier-là demain. Alors, comment ils vont gagner leur vie, de quelle forme de journalisme est-ce qu'ils vont réussir à vivre? Je n'en sais fiche trop rien, parce qu'il faut le réinventer à chaque fois. Et chaque futur journaliste a la possibilité aujourd'hui, et je pense qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de le faire, de s'inventer son propre métier. Mais à partir du moment où on peut faire rentrer ces conséquences-là dans un mode de fonctionnement, c'est quelque part traiter les grands acteurs du web comme on peut traiter les big pharma, mais avec des spécialistes. Il y avait les spécialistes des Big Pharma qui étaient capables de traiter de ces matières-là et d'aller en profondeur, d'aller gratter, d'aller fouiller. Il faudrait avoir, à minima, au moins une personne dans chaque rédac qui est capable de faire ça. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et ça doit s'aimer. Donc voilà, moi j'essaye de semer des graines à gauche, à droite. Là, partout où on me demande de venir, en donner, interagir et jouer ce rôle-là d'accompagnant, de coach, de mentor, on appelle ça comme on veut. Pas de prof, je me considère pas vraiment comme un prof. Mais c'est de dire, voilà, vous pouvez le faire, voilà des clés, attention, ça bouge, ça change, ne vous fixez pas sur un mode de pensée qui va devoir évoluer. Et puis, si vous pouvez trouver du boulot, voire vous le créer vous-même, c'est tant mieux. Mais on avance avec ceux qui ont envie d'avancer, et je pense que ça fait suffisamment longtemps qu'on en parle. Maintenant, ceux qui n'ont pas envie de bouger, qui sont dogmatiques par rapport à ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne pourra plus grand-chose pour eux. Alors Pierre-Yves, toi tu es le cofondateur de Satellinet, tu es aussi partenaire chez Faber Novel. Donc tu as effectivement tu documentes énormément ce paysage des médias. Est-ce que ce que dit Damien justement, qu'aujourd'hui ceux qui veulent faire rentrer ces nouveaux profils, ces nouvelles compétences, qui ont envie de bouger, y arrivent vraiment? Et est-ce que tu vois toi en tout cas ce marché des médias évoluer? Moi en fait, oui, moi je vois des nouveaux profils, des nouveaux projets arriver et des nouvelles compétences. Et en fait, par rapport à ce que dit Eric sur la gueule de bois, moi je constate deux choses. C'est qu'il y a un problème qui est assez fort. C'est ce que je t'avais dit un peu lorsqu'on préparait la conférence. C'est que je pense que le principal problème, c'est qu'on manque de patrons industriels dans les médias. Et le second problème, mais la deuxième constatation, c'est moi je suis beaucoup plus optimiste qu'Eric sur le futur, et je pense que les 5 prochaines années, les 10 prochaines années vont être beaucoup plus intéressantes, vont être beaucoup moins dures que les 5 passées. Donc selon toi, on n'a pas cassé la machine, c'est bon. Pardon ? On n'a pas cassé la machine. Non, et je pense qu'elle est en train d'évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire qu'auparavant, on était dans un système où finalement les patrons médias étaient des gens qui venaient du contenu.
Et c'était pas un bien ou un mal, c'était tout simplement un symptôme d'un état de fait. La principale core compétence sur laquelle il fallait se battre, c'est produire de contenu. Donc il n'était pas choquant, il était normal que ça soit un journaliste qui soit monté, qui devienne patron. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est de plus en plus de projets, enfin c'est de plus en plus de compétences qui sont nécessaires pour lancer un nouveau produit. Et maintenant, on ne se bat plus sur uniquement le contenu, ce qui était auparavant considéré comme du support, donc de la distribution, du marketing, voire de la monétisation, commence à devenir des vrais sujets de concurrence. Et c'est pour ça qu'on va avoir des projets qui se montent sur lesquels on va se concurrencer sur du design, par exemple avec des choses formidables comme Circa, comme Medium, des choses où là on va plutôt avoir la core compétence sur la distribution, donc BuzzFeed. Et donc il y a des nouveaux profils qui arrivent et c'est rendu en plus possible par les technos. Donc en fait on arrive à un moment assez clé, assez intéressant, où chaque média est obligé de se poser la question à quel jeu je veux jouer. Est-ce que ma core compétence, là où je suis vraiment bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le contenu? Par exemple, dans le Innovation Report du New York Times, ils se disent clairement qu'ils sont très très bons sur le contenu et ils se sentent faibles sur la distribution. Donc on se pose cette question-là. Donc à quel jeu je vais jouer? Est-ce que en faisant 70 kilos, c'est bien malin de devenir pilier au rugby? Là, on se pose la question, et ensuite, on va y trouver ça, et on se pose la question de quel est mon vrai métier. Ensuite, on va pouvoir le distribuer et utiliser par exemple des API pour dire moi, je vais me concentrer sur le contenu, toi, tu te concentres uniquement sur la distribution. Et il y a ces choses-là qui sont arrivées. Et grâce à ça, on commence à voir arriver des nouveaux profils, on commence à comprendre dans les entreprises qu'il faut de nouveaux profils, et je pense qu'on va arriver à avoir maintenant des patrons médias qui sont beaucoup plus chefs d'orchestre, beaucoup plus différenciés et qui sont capables de mieux appréhender ces sujets-là. Et c'est un peu, nos deux camarades sur le canapé, c'est un peu ça, c'est un peu des spécimens rares, mais que je pense absolument pas en voie de disparition, Dieu merci, mais qui vont plutôt se multiplier. Donc moi, je suis beaucoup plus optimiste qu'Eric là-dessus. Alors Eric, je vais te donner une réponse. Juste, je vais rajouter un élément. Il y a Xavier Delaporte, donc sur rue 89, qui a écrit un papier pour dire il faut, en tout cas, ce discours assez pessimiste, moi je ne l'entends pas. Et alors c'était pas en relation avec ton cahier de tendance, hein, mais c'était globalement, je ne peux plus, je ne veux plus entendre ce discours-là. Il cite une phrase qui est intéressante. Il dit: on se remémorera avec nostalgie cette époque délicieuse où chaque semaine quelqu'un quelque part pensait révolutionner le journalisme. Est-ce que tu le penses aussi? Parce que tout compte fait, les deux discours fonctionnent aussi. C'est-à-dire le tien pour dire d'un point de vue macro, ça va devenir compliqué. D'un point de vue micro, oui, l'innovation est toujours là. Et ton cahier de tendance le démontre aussi. Est-ce qu'on n'a pas fait sur ce cahier de tendance peut-être une... Juste une phrase sur la phrase de Xavier, parce que j'ai vu aussi sa chute de son papier. J'étais pas forcément à l'aise, parce que ça voulait dire le journaliste a toujours été là, ça va toujours continuer comme avant. Je pense pas du tout que ce soit le cas. Si les journalistes se réinventent pas, on est vraiment mal. Il parle de révolution quand même. Hein? Il parle de révolution quand même. Oui, mais il est en train de dire que rien de nouveau sous le soleil. Ça me gêne. D'accord. Deux petits points pour réagir sur ce qu'a dit Pierre-Yves. Le problème, il a parlé de Circa, de Medium, de ces boîtes-là, qui sont des boîtes extraordinaires, mais des nouvelles boîtes. Mon souci à moi, c'est la transformation des anciens, des médias historiques et des médias traditionnels avec des habitudes sur des dizaines d'années. Ça, c'est extrêmement difficile. Et quand vous avez effectivement des coups de balancier comme ça qui vous reviennent dans la figure, ça nous complique la vie. On s'y attendait un peu, à vrai dire, mais ça nous complique la vie. Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui, et dans les jeunes créations, dans ce qui va arriver, dans ce qui est déjà, de ce qu'on voit déjà arriver en ce moment, de voir des startups de médias extraordinaires. Il suffit d'aller voir aux États-Unis en ce moment les sites d'infos qui sont en train de se créer, des sites de niche, des sites de valeur ajoutée, des sites d'expertise, des sites qui prennent le temps. Et je pense à Vox, je pense à Vice News dans un autre style aujourd'hui qui est vraiment totalement disruptif. Évidemment, 538, 538 avec les data, tout un tas de nouvelles initiatives qu'on aimerait bien voir en France. En France, on s'est arrêté à rue 89 il y a 7 ans déjà. J'exagère parce qu'il y a eu entre-temps d'autres choses, des trucs intéressants qui sont créés, mais finalement pas tant que ça. Et je pense qu'il y a la place aujourd'hui pour créer des choses. Il y a la place pour que les jeunes, en termes de médias, et Pierre-Yves l'a souligné, s'ils ont un peu du bagage éco, business, marketing, technique,
et contenu. Maintenant, oui, il faut être multicompétent. Mais quand on est dans une école de journalisme aujourd'hui, il ne faut pas rêver d'aller chez TF1 ou à Libération. On a la chance aujourd'hui, et on l'a fait avec Damien aussi, de pouvoir monter des projets, puisque les barrières à l'entrée sont effondrées, et de monter des vrais projets, soit tout seul, soit en groupe, soit d'amener de l'innovation ou un projet d'innovation dans un vieux média, ce qui est possible aussi, ou alors encore de rejoindre des équipes qui sont déjà structurées et d'y aller, quoi. Alors Damien, toi, tu accompagnes beaucoup d'étudiants, tu accompagnes des rédactions, mais je voudrais te faire parler surtout des masterclass que tu réalises. Justement, ce dont parle Eric, ces compétences ou ces mixités de talents que l'on met sur un projet, c'est ça qui tout d'un coup va permettre sa réalisation. Mais tout compte fait, est-ce qu'aujourd'hui, ce marché des médias, il y a un an, on disait il y aura beaucoup d'évolutions, presque une révolution. Tout compte fait, il n'est toujours pas disrupté, il n'y a toujours pas d'innovation cassante qui fait qu'on change, c'est-à-dire qu'on migre, on mixe, mais il n'y a pas de disruption. Et est-ce que tout compte fait, c'est un marché qui se disrupte, les médias? Mais je pense que si on parle de vraie disruption, donc de cassure, ça fait mal. Je ne suis pas convaincu qu'il faille passer par là, en fait. Je suis plutôt un adepte du sachet de thé qui infuse, qu'on renverse la tasse et on remplit avec autre chose. Tu parlais des masterclass, c'est vrai que c'est un moment pour des étudiants où moi j'essaie de leur faire comprendre un truc, c'est que c'est peut-être quand on est encore aux études, avec papa et maman derrière qui donnent un coup de main, où on peut prendre des risques sans se faire trop mal, justement. Et ce risque-là, c'est passionnant de voir qu'en termes de passion, justement, quand on veut faire ce métier-là, on ne le fait pas pour le pognon. Mais à un moment donné, il en faut, ne fût-ce que pour payer les factures fin du mois. Et donc, c'est là où il faut trouver le curseur, en fait, pour se dire comment est-ce qu'on va amener de la valeur ajoutée, comment est-ce qu'on va apporter du sens, comment est-ce qu'on va apporter des contenus, et puis comment on va en vivre. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, dans les écoles de journalisme, qui est assez peu développé. On n'apprend pas à des futurs journalistes à être entrepreneurs, à savoir lire un bilan, à savoir ce que c'est la TVA, à savoir comment payer ses cotisations sociales. Généralement, d'ailleurs, le fait d'être freelance est considéré comme un plan B ou un plan C, et c'est « Ah, bah merde, j'ai pas de CDD, j'ai pas de CDI ». Parce qu'on a eu l'occasion d'aller faire des stages dans un grand média et que pendant les stages, on a bossé comme n'importe qui et qu'on faisait ces face-cam au JT et qu'on faisait les petits matins et qu'on était à l'antenne et qu'on assurait et qu'on tenait parfois la barque tout seul. Et puis à la fin du stage, on dit « Super, Coco, mais écoute, on n'a plus de pognon, c'est pas t'engager ». Ouais, mais je sais le faire. Pourquoi je ne pourrais pas le faire moi-même? Et c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être à ce moment-là un gap qui est en train de se combler avec des méthodes qu'on peut tirer du monde des startups. Et c'est un peu ça que j'essaie de faire avec mes étudiants, c'est de leur dire, mettez-vous en projet. Si vous n'avez qu'un seul reportage à faire dans votre vie, imaginez-le maintenant, mais imaginez-le dans toute sa complexité. Quelque part, c'est de leur dire chaque reportage peut être une start-up en soi, parce que c'est un modèle économique à définir, c'est de trouver les sources de revenus, trouver la manière dans laquelle vous allez interagir avec les communautés en ligne, comment est-ce que vous allez vous faire empowerer par les communautés pour réussir à délivrer un contenu de qualité, comment est-ce que vous allez storyteller tout ça dans le temps, comment est-ce que vous allez repackager l'information. Bref, en gros, c'est de bosser avec le business model Canva sous les yeux, c'est de pitcher 1000 fois un projet devant un rédacteur en chef, parce qu'il faut bien dire que si votre projet passe pas le cut d'un rédacteur en chef, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, elle ne sera jamais diffusée. Donc, Enfin, moi, je permets de souligner ce que vient de dire Damien, c'est super important ce que tu viens de dire. En fait, c'est comme ça que moi je préfère le voir, c'est cet effondrement des barrières à l'entrée, cette remise en cause des modèles et le fait que n'importe quel groupe de presse, n'importe quel média va avoir je ne sais pas combien de concurrents d'un coup et qu'ils ne peuvent plus tenir. Moi je trouve que c'est une opportunité formidable parce que chaque journaliste est capable d'apporter une innovation maintenant. Et c'est plutôt que d'avoir une petite fatalité, un peu de fatalisme, un peu de pessimisme. Moi, quand je vois les profils qui sortent maintenant des écoles de journalisme, qui forcément ne savent pas lire un bilan, ne savent pas coder, mais qui sont beaucoup plus ouverts et qui ont d'ores et déjà intégré le fait que c'est important. Mon expérience personnelle, et je veux pas me comparer à Eric ou Damien sur ce sujet-là, mais il y a 5 ans, moi, quand j'ai créé Satellite, c'était très dur de trouver des journalistes web qui prennent pas ça pour un pis-aller. Très très dur. Enfin, vraiment très compliqué. Et maintenant, tous les jeunes journalistes qui sortent, pour eux, mais c'est l'avenir.
j'en vois très très peu qui me disent ah bah non, moi mon rêve c'est plutôt de bosser dans la PQN version papier et ce genre de choses. Donc moi je suis beaucoup là-dessus, chacun s'est ouvert et ils sont conscients de cette importance du design, cette importance de la techno, et ils ont envie de le porter. Toi tu es plus souvent que moi en contact avec les étudiants de fait, mais moi je trouve ça incroyable ce qui est en train de se passer sur cette génération-là. C'est vrai que c'est justement en train de se passer en ce moment. C'est cette prise de conscience d'une génération qui a enfin réalisé que pour la première fois, elle était en mesure de créer elle-même son média. Il y a ces barrières à l'entrée qui sont nulles aujourd'hui. Un blog, un compte YouTube ou un podcast, ça coûte rien. Justement, mais ça, c'est fondamental parce que ça n'a jamais existé avant. Avant, il fallait toujours, quand on voulait travailler dans les médias, il fallait aller dans un grand média établi avec des structures très lourdes et faire son chemin. Aujourd'hui, pour la première fois, ces jeunes générations, et ils le réalisent, et ce n'était pas vrai il y a 3 ans encore. Et surtout, c'est valorisé. C'est-à-dire que maintenant, on a, et notamment grâce à des événements comme ça, on n'a plus honte de ne pas aller travailler au monde. Et au contraire, monter sa boîte, monter son projet, c'est un peu la voie royale, et c'est beaucoup plus valorisé qu'il y a 5-10 ans, où on disait, bon, le pauvre. D'ailleurs, sa boîte, c'était un mot un peu poli pour dire que j'étais au chômage. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait que 2 ans qu'on est Web Today. On commence à être potable dans le paysage. Eric, justement, tu parlais de YouTube. Tu es parti aux États-Unis pour aller voir justement pas mal d'innovations. On parlait de médias, mais beaucoup d'innovations qu'on a citées en fait viennent des États-Unis. Tu as eu l'occasion d'y aller un très grand nombre de fois. Mais surtout un dernier voyage que tu as fait où tu es vraiment allé voir les points clés, les secteurs chauds, j'ai presque envie de dire, où l'innovation se passe. Peut-être en 2 minutes, mais c'est quoi le constat que tu fais ? Est-ce que tu as senti, pour reboucler sur notre problématique, qu'il y avait une vraie mixité entre la culture digitale et la culture des médias ? Et est-ce que tu sens que cet enthousiasme, ce dynamisme que tu as vu là-bas commence à infuser, comme le dit Damien, en France ? Oui, je crois que Pierre-Yves en témoigne. Pour l'infusion en France, on est au début. Je pense que oui. Je pense il y a des choses qui se passent vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de plus en plus, on en parlait tout à l'heure, d'accélérateurs, d'incubateurs, de start-up qui sont en train de se développer. Les initiatives de la French Tech, de Cap Digital sont là pour en témoigner. Aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment, ce qui m'intéresse moi, c'est le rapprochement d'Hollywood et de la Silicon Valley. C'est ça le mouvement en ce moment qui est le plus intéressant à observer et à comprendre, voir comment les anciens du cinéma sont à leur tour en train d'être bousculés, chahutés par les galopins de San Francisco. Et effectivement, l'un des endroits les plus extraordinaires à voir aujourd'hui, c'est le studio de YouTube à Los Angeles, qui, à quelques kilomètres de Metro-Goldwyn-Mayer ou de la Columbia ou de Warners, développe un modèle d'accueil des jeunes créateurs, des jeunes YouTubeurs, en son sein, alors de manière intéressée bien sûr, mais en encadrant, en aidant dans des dizaines de studios, de salles de montage, ces jeunes producteurs, ces jeunes qui font des séries ou des films ou du court-métrage. C'est en train d'être produit à Londres, à Tokyo. Dailymotion le fait en format plus petit à Paris. Et c'est en train de se développer. Ça, ce sont des genres de mixité, effectivement, entre des vieux modèles et des nouveaux, avec beaucoup de chahuts. Hein. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on se rend compte que quand on parlait d'innovation média à l'époque d'OVNI ou d'autres, on parlait beaucoup de l'avenir des médias se fera en mixant le journaliste, développeur, designer. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce triptyque-là a complètement explosé. Il reste à la limite un nœud, mais qu'il y a beaucoup d'autres compétences qu'on peut mettre dans la boucle tout compte fait. Et l'avenir des médias se jouera avec bien d'autres personnes. Alors, on en parlera cet après-midi sur la table ronde, l'aspect d'analyse. Mais effectivement, en fait, quand on voit les modèles de Facebook et de Google qui sont en train de recruter un grand panel de compétences pour comprendre justement les communautés. Est-ce que ça, c'est pas un des points faibles aujourd'hui ? On a beaucoup pensé à la production, mais pas franchement à la diffusion et à la gestion de la communauté. Je me souviens, Eric, quand tu avais sorti ton bouquin, on avait eu l'occasion de discuter et je t'avais dit, c'est quoi la rédaction du futur ? Et tu t'étais retourné, on était à Tour-Bretagne, et tu avais dit, c'est là, c'est devant nous, et c'est, voilà, on a la rédaction, elle est là, et c'est les gens qui la font. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une information à 2 vitesses, avec les gens qui publient de l'information et qui, entre eux, à la limite, remettent du sens, refont de l'enquête pour le cas des attentats de Boston et autres, et les journalistes qui continuent
à faire leur papier. Est-ce que vous le sentez ou est-ce que ça, c'est une erreur d'interprétation de ma part, Damien? Il y a un problème, à mon sens, qui est assez fondamental, c'est que les journalistes, dans leur grande majorité, ne savent pas à qui ils parlent. Malheureusement. Et ils ont l'impression que parce qu'ils sont sur un grand titre qui capitalise sur son image et sur son histoire, ils ont l'impression que tout le monde les écoute, que tout le monde les regarde. C'est parfois très fort se regarder le nombril, et on l'a vu au cours des 3 jours ici. Ceux qui arrivent, eux, savent exactement qui vient quand, comment et faire quoi sur leur site internet. Quand on voit Netflix qui arrive, ils ont une capacité de compréhension de qui est leur audience, de comment on peut les toucher, comment on peut leur rendre service, comment on peut intégrer tout le feedback des users, comment on peut être lean dans les process, donc vraiment adapter, échanger et pivoter. Dans les médias à l'heure d'aujourd'hui, alors même si les mesures d'audience commencent à s'affiner, on reste encore avec... Enfin, je sais qu'en Belgique, les mesures d'audience radio se font encore de manière déclarative avec un bic et un papier, quoi. Ce qui est extraordinaire, on l'a vu dans le papier dont tu parlais du New York Times, on pensait tous que le New York Times était à la pointe, extrêmement agile, plein de développeurs partout, des sites, des web documentaires, des applications extraordinaires. Et puis cette enquête interne à l'intérieur même du New York Times sur 6 mois montre qu'en fait, la rédaction continue à se la jouer, quoi. Et à ne pas vouloir discuter ni avec les développeurs, ou en tout cas pas beaucoup, et surtout pas avec ceux qui connaissent leur audience, et avec les gens du marketing ou des data, parce qu'ils ont aussi des équipes de données. Et là, on est quand même 20 ans après l'arrivée du numérique et du web dans les rédactions. Ça a été un choc, ouais. Mais c'est un choc en même temps, on le sait dans nos rédactions, parce que c'est la même chose. Je pense que, par rapport à ce que tu as dit, je ne suis pas certain, sur tout ce qui est community management, tout ce qui est interaction avec l'audience, moi j'ai le sentiment que ça rentre, que c'est un paradigme qui est intégré. Mais en revanche, ce que tu soulignes, c'est qu'il y a un manque très fort justement sur cette compétence d'analyse de données et de gestion des données. On a souvent entendu récemment, puis même depuis 2 ans, tous les médias qui braillent comme des putois contre Google parce que Google me pique mes données et ce genre de choses. Et honnêtement, qu'est-ce qu'ils en auraient foutu de ces données? Rien. Ils sont, en tout cas sur la France, et on va élargir à l'Europe, il n'y en a pas un groupe de médias qui est vraiment capable de récupérer des données et d'en faire quelque chose. Et d'ailleurs, si je vais un peu provoquer, la preuve que c'est pas vraiment utile pour eux et qu'ils le valorisent pas beaucoup, c'est qu'ils ont capitulé face à Google pour 60 millions. Donc c'était pas si terrible que ça. Pour 60 millions, ils ont vendu maman. Allez. Donc là, il y a un vrai truc, il y a une vraie compétence qui manque. Le côté, c'est bon, on a passé une étape sur le design, sur le développeur, sur autre chose, modulo, quelques frictions fortes, comme Eric le met, mais toute cette idée de gestion de données, la data, qui est un peu le Saint-Esprit qu'on invoque comme ça de façon chamanique, ça sert à rien. Et alors en même temps, beaucoup de médias ont voulu parler d'API, ont sorti leurs API aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un peu dur de ça. Oui, mais alors c'est ça qui est aussi intéressant par rapport à comment est-ce que je me place en tant que média. Est-ce que je considère que mon cœur de compétence c'est de produire contenu, cœur de compétence c'est de distribuer. Il y a toujours cette question de est-ce que je vais rester au contact de mon lecteur, parce qu'à la fin c'est celui qui va rester au contact du lecteur et du public qui va pouvoir identifier les bonnes choses, les bonnes tendances, et qui va gagner à la fin. Et celui qui est totalement coupé du lectorat, ça va être l'équivalent d'un équipementier automobile. On va lui dire toi tu fais ça et tu te tais. Et là, donc, justement, sur la question des API, les médias doivent aussi se poser la question de leur positionnement par rapport à ce lecteur. Et par rapport à ce que disait Eric sur les grands groupes, moi, je suis moins... je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et que ça commence à se faire. The Guardian, par exemple, là, je regardais, vu qu'on s'est dit qu'on n'avait pas l'API, j'ai un peu regardé ce qu'ils faisaient, et c'est vrai que leur partie développeur, ils ont maintenant plusieurs centaines d'applications. En ouvrant les API, ils ont fait des choses très 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 bien. Donc moi, je suis toujours convaincu. Par exemple, peut-être un exemple d'API qu'ils ont... En fait, ils ont 3 niveaux d'API. Bon, il y a tout ce qui est métatag et titres qui est gratuit. Ensuite, il y a tout ce qui est contenu réutilisable, tout ce qui est base de données et base de données localisées. En particulier, ils ont fait beaucoup de choses sur tout ce qui était politique.
Donc avec là non pas uniquement du contenu tagué de façon sémantique, mais vraiment de la base de données, et ils mettent ça à disposition. Ensuite, selon les contrats, ils disent nous on prend toute la pub, on va partager les revenus, et c'est autre chose. Mais par exemple, tu vas avoir des super applis super bien designées ou alors très bien animées. Et là, ils considèrent qu'ils ne prennent pas. Mais ce qui est intéressant, je trouve, moi, dans l'exemple du Guardian, c'est qu'ils ont, je dirais pas immédiatement, ça j'en sais rien en fait, mais ils ont intégré dans leurs API il fallait qu'ils gardent contact avec l'utilisateur et donc ils récupèrent les données à chaque fois d'utilisation. Et ça, c'est quelque chose d'assez crucial de ce point de vue-là. Et donc moi, je suis beaucoup plus... je pense beaucoup plus que les grands groupes pourront bouger justement via l'interaction avec des startups de ce type-là. Alors, je suis d'accord, avec une réserve, c'est qu'il n'est pas dans un grand groupe, lui. Donc, oui, moi, je suis un donneur de leçons, tu sais. Voilà. Alors, vu de l'intérieur d'un grand groupe, ce qu'on fait, mais tu as raison sur l'aspect travail avec les startups. Oui, maintenant, c'est complètement indispensable. C'est plus possible de travailler seul dans notre coin, en interne, en se disant on va le faire nous-mêmes. Ce qu'on fait en tout cas nous à France Télé, mais d'autres médias sont en train de le faire. Je pense à l'Express l'a fait, Canal le fait. Tout le monde est en train de développer comme une espèce de flottille de petits bateaux autour d'un porte-avions pour les aider finalement à naviguer et à prendre les vagues un peu mieux. Alors ce qu'on fait nous à France Télé, c'est tout un tas de petites choses qu'on va essayer d'ailleurs de structurer un peu mieux dans un très proche avenir. Mais bon, alors on se fait aider effectivement par des startups pour améliorer notre offre numérique, c'est normal. On se fait aider avec des producteurs de nouvelle génération pour notre offre de web documentaire ou de jeux numériques. On se fait accompagner par des startups pour proposer, par exemple, on a fait des hackathons en télévision connectée pour essayer d'avoir des idées, des jeunes, des développeurs, des designers. On donne un coup de main aux startups, on le fait, nous on le fait très régulièrement, au moins dans 3 grands événements que sont la conférence du web, Roland Garros en ce moment ou la semaine prochaine à Futur en Scène, pour donner de la visibilité à des startups françaises, voire étrangères, et européennes en tout cas, pour montrer ce qu'ils font au grand public, parce que nous on a la puissance de communication et puis on peut les aider. On fait des partenariats avec, je pense à West Media Lab ici à Nantes, qui est l'un des rares Media Lab, ou en tout cas clusters qui regroupe à la fois les médias locaux, mais aussi les universitaires, et puis les startups. Donc on le fait aussi avec l'Institut de recherche industrielle de Bernard Stiegler de Beaubourg à Paris. On le fait avec Cap Digital. Voilà le type de choses on ne peut plus aujourd'hui travailler seul. Et voilà, il faut qu'on se fasse aider. Alors, et puis profiter d'un peu d'air frais. Je voulais poser une question. Je sors, c'est ça? Oui, c'est le moment. Damien, je voulais savoir justement, Eric parlait des projets qu'ont lancé Canal+ ou l'Express, et puis du coup aussi France Télé. Mais alors pour le coup, l'Express et Canal ont vraiment marketé leur développement comme presque des accélérateurs de start-up médias. Et je crois que France Télé n'a pas forcément parlé. On n'a pas encore structuré. On est en cours de structurer cette démarche avec toutes nos différentes actions vraiment un peu éparses. Et on va, dans les semaines qui viennent, on va structurer quelque chose d'un peu plus... D'accord. Toi, Damien, tu es le cofondateur de Nestup. Nestup, qui est un accélérateur de start-up en Belgique. C'est aussi pour ça que tu as cette double culture entre les médias et les start-up. D'ailleurs, ça m'a étonné parce qu'avant, sur ton profil Twitter, tu étais Digital Sherpa, je crois. Et maintenant, c'est journaux entrepreneurs. Donc, tu as remis cette culture média sur ton profil Twitter. Tu as accéléré des startups liées à l'univers des médias. Est-ce que ces deux mondes-là se confrontent bien? Est-ce que le modèle de l'accélérateur fonctionne pour des médias ou des startups liées aux médias? Et peut-être quelles sont les différences par rapport à une startup plus classique? En toute modestie, il est encore très très tôt pour pouvoir tirer des bilans de ce qu'on fait avec Nestup. Nestup, ça fait 2 ans. Et effectivement, il y a eu... donc on a déjà fait 4 batchs d'accélération. C'est des périodes de 12 semaines, donc c'est très intensif. Et dans le lot, dans les 18-24 startups qu'il y a eu, il y en a 3 qui sont avec un mindset média, dont une, Pressformor, qui est
qui est une start-up qui, elle, est vraiment basée sur, sur cette passion d'ouvrir sa gueule et de raconter des choses intéressantes, intelligentes et apporter de la plus-value pour que les gens se couchent un peu moins cons que quand ils se sont levés. Grosso modo, c'est ça qui les anime et c'est ça qui a fait qu'on les a retenus à un moment donné. Et heureusement qu'ils avaient ça parce que pour tout le reste, ils étaient vraiment très très nuls. Donc c'est ton cœur d'ancien journaliste ou en tout cas d'amoureux des médias qui a parlé à ce moment-là et pas forcément de... Ouais, mais en même temps, je suis pas tout seul. On est tout un board derrière pour sélectionner les startups. Mais c'est vrai que c'était un coup de cœur parce que Stan, c'est un bonhomme que j'ai vu grandir pendant ses études, qui a été déçu de la manière dans laquelle son mémoire sur le data journalisme avait été repris, enfin, ou plutôt pas repris d'ailleurs par son UNIF, et qui est arrivé à un moment donné en se disant, mais soit je tente un truc, soit je me barre et je fais autre chose, quoi. Et en le faisant, on s'est dit, ok, on va l'aider. Et alors, quelle est la différence par rapport à une autre startup? C'est que quand on les a mis quand on les a confrontés tous ensemble dans tout ce travail autour de la déconstruction de leur modèle économique, la construction du modèle, le design, etc., là, ça partait en live, quoi. Mais c'était fantastique parce que c'est pas du tout une culture qui est dans l'ADN des journalistes au départ. Et en leur mettant ça, justement, sous les yeux, en les faisant travailler là-dessus, on sent sortir ce qui fait l'essence, je pense, des mecs qui veulent faire ce métier-là, c'est dire on doit en parler. Il faut que ça sorte. Il y a des choses qu'on doit dire. Et d'ailleurs, on le dit, on le fait. On n'attend pas qu'on nous donne l'autorisation de le faire. C'est Marie-Catherine Beus qui disait ça l'autre jour, en disant, moi, je préfère avancer et demander un jour pardon plutôt que demander la permission. Je trouve ça c'est assez révélateur. Bon, elle est à San Francisco, elle est dans un autre écosystème, mais quand on fonctionne de cette manière-là, tout bêtement, regardez comment vous agissez quand vous regardez la télévision. Vous êtes avec votre laptop sur les genoux, et quand Pujadas arrive 5 secondes en retard pour son JT, il s'en prend plein la gueule. Quand il y a un bon sujet, Nicolas Bertrand qui fait un truc dans Envoyé spécial, on le dit, on en parle. Les gens parlent de ce qu'on fait, ils discutent. Il y a tellement de choses dont on peut s'inspirer là-dessus. Et à un moment donné, il y a des gens qui deviennent des serial commentateurs, qui ont un background super intéressant et qui en se disent, mais merde, il y a moyen de faire des choses, on fédère des énergies, on fédère des gens qui ont envie de raconter des choses. Press for More, c'est un peu ça. Il y a le 16.be qui vient de se lancer il y a quelques jours ici, c'est pareil, c'est des journalistes qui disent, merde, on trouve pas notre place, on trouve pas l'endroit où on a envie de faire des choses. On lance notre petit blog et on y va au taquet, on y va à la passion, on y va avec tout ce qu'on a dans le ventre. Et nous, on essaye, avec Nestup, de repérer cela et de leur donner des outils, des armes pour pouvoir aller un peu plus loin, pour pouvoir construire un modèle économique qui tient la route. Et si dans le modèle économique, ils nous disent, nous, on ne veut pas faire du pognon pour faire du pognon, nous, on veut être break-even, on veut juste réussir à payer les gens qui sont là, fine, c'est un modèle économique comme un autre. On rêve pas tous de se faire racheter 19 milliards de dollars par Facebook pour une application qui envoie des emojis. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tout compte fait, entre la culture du numérique et des médias, il y a énormément de ponts entre les deux. On peut parler même de start-up de médias aujourd'hui, mais tout compte fait, un média ne deviendra jamais une start-up et une start-up ne deviendra jamais un média. Il y a peut-être un truc hybride à trouver entre les deux, parce qu'une start-up qui vient pitcher et qui dit, mon modèle économique, c'est juste d'être break-even, il y a un moment donné où il va se faire envoyer bouler. Il y aura en tout cas pas les acteurs traditionnels, les VC, les business angels, qui seront là pour mettre des tickets au départ et pour dire on va faire une valo, une exit à 100 fois derrière. Moi, ce qui me paraît important là-dessus, c'est justement de voir pourquoi on est média. On est tous médias, blablabla, on le sait, machin, tout. Mais pourquoi on est média ? Pourquoi on ouvre sa gueule? Pourquoi on parle? Pourquoi on fait des articles? Pourquoi on se couche à pas d'heure? Pourquoi on... Ça a du sens. Et quand on pose cette question-là, généralement, on remonte d'un échelon et on se dit, c'est qui mes actionnaires? Pourquoi est-ce que mes actionnaires sont médias? C'est quoi leurs objectifs? Donc comprendre le modèle économique, c'est parfois comprendre le modèle économique, c'est évidemment comprendre qui est derrière, pourquoi on le fait. Est-ce que c'est une famille qui, depuis des années, finance un média parce qu'ils ont envie de le faire et ils ont trouvé le modèle économique de le faire? Est-ce que c'est une ONG? Est-ce que c'est... Merde, quoi. Si il y a un moment donné, il n'y a pas des gens qui se lancent, la roue va continuer de tourner, Coca-Cola va continuer à vendre du soda et sera bien plus média que n'importe quel média avec une grande étiquette et une histoire derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est des vrais choix à un moment donné qu'il faut poser, il faut les assumer, il faut savoir dans quel jeu on joue, et pour savoir dans quel jeu on joue, à un moment donné, il faut aller regarder dans les comptes. Je voudrais faire un lien avec ce qu'avait dit Pierre-Yves tout à l'heure. Il disait on a besoin de patrons de presse qui viennent du monde de l'industrie, et en même temps on se rend compte que à la fois aux États-Unis, Jeff Bezos et au Washington Post, et en même temps en France, on a Xavier Niel qui vient du monde de cette culture digitale qui investit dans des médias. Et j'ai presque envie de dire, et alors?
à chaque fois, au Washington Post, alors moi j'ai pas vu grand chose sortir depuis, j'ai pas vu en quoi ça a changé vraiment le modèle. Au Monde, on voit que c'est malheureusement la crise en ce moment, mais vraiment pour le coup. En fait, moi j'ai enfin, sur justement ces investisseurs, je ne sais pas s'ils ont un impact, une influence qui change. Je ne sais pas, Pierre-Yves, toi qui du coup encore une fois a une vision extrêmement globale sur ce qui est en train de se passer, est-ce que tu vois ces patrons de presse arriver et des transformations derrière? Ou est-ce que peut-être on en veut trop et c'est trop rapide et il faut le temps que ça s'installe? Je pense que de toute manière, ça va mettre. C'est ce que je disais, c'est qu'on commence à voir des profils arriver et d'une part des personnes qui ne s'intéressaient plus aux médias se réintéresser à cela et des profils qui auparavant auraient fait figure enfin, qui n'auraient pas été là, qui sont mis. Par exemple, alors il y a toujours une polémique, mais moi je trouve que c'est très bon exemple. Webedia, le fondateur, absolument pas un journaliste. Cédric Ciré, lui auparavant, il était, de mémoire, il était la com de Capgemini, et sinon il avait bossé à la Fédération française de rugby. Et donc Webedia, c'est Pure People, maintenant c'est Allociné, c'est tout ça. Malgré tout, c'est une des grosses réussites Entertainment Media des dernières années. Alexandre Malch, de Melty, pas du tout journaliste. Donc ça. Ensuite, on va pouvoir me dire ah oui, mais c'est de l'entertainment, c'est pas du journalisme pur, c'est pas bien. Bon. Pour l'histoire d'Alexandre, ce qui est encore plus fort, c'est qu'il est développeur, il développe un algorithme, il va voir tous les médias, tout le monde lui dit on n'en a pas envie, il développe son projet et puis ça marche. Exactement. Donc il y a ce genre de profils qui apparaissent. Il y a eu aussi des sorties récemment. Si on doit parler justement de chaînes de financement, il y a des investisseurs qui ont mis du pognon dans les startups et qui sont fait beaucoup d'argent. Et ça, c'est un signal positif pour les autres investisseurs parce qu'on se dit, tiens, si il est possible de se faire racheter d'une façon ou d'une autre, donc là, on peut retomber sur les choses. Et tu as des modèles qui sont quand même apparus. C'est-à-dire, encore une fois, il y a 5 ans, celui qui mettait son contenu en ligne payant en France, mais c'était le dernier des cons. Il n'avait rien compris. Et puis là, maintenant, tout le monde dit finalement, le paywall, c'est pas mal. Donc, tu as des choses qui sont en train de se passer là-dessus. Et maintenant, sur le côté Niel Pigas, qui s'intéresse au monde, ou Bezos, moi, c'est ça dont je voulais parler. C'est que c'est des patrons qui ont une vue transverse et qui vont dire je vais plutôt mettre un industriel ou en tout cas un patron qui va pouvoir faire bouger les lignes. Alors évidemment, c'est dur dans des gros bâtiments comme Le Monde, mais ça avance quand même. T'as alors c'est peut-être, pour reprendre le terme d'Eric, c'est peut-être les chouans, mais au bout d'un moment, les chouans, ils sont... moi, je suis persuadé qu'ils ne vont pas durer éternellement et qu'ils vont crever. Mais alors effectivement, donc chez France Télé, on se rend compte qu'il y a un modèle qui est différent, qui est pour le coup, travaillons avec des startups pour voir comment on peut travailler avec elles. Comment se passe cette relation? Moi, j'entends beaucoup de startups qui justement ont ce mal-là de dire on n'arrive pas à bosser avec des médias traditionnels pour la simple et bonne raison que rien que quand on a à la prise de rendez-vous, on se voit dans 3 mois et la personne en face dit je sais pas si je serai encore vivant dans 3 mois. Donc rien que sur des conversations, des discussions et de la compréhension des deux cultures, il y a des blocages. Comment, chez France Télé, toi et tes équipes ont réussi à résoudre ce problème-là et à créer des discussions, des conversations? Résoudre, je sais pas. Simplement, le numérique de France Télé, déjà, il est séparé du siège. Il est dans l'immeuble de Microsoft à Issy-les-Moulineaux, donc il n'est pas au siège, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Mais on pourra en parler en tout cas. On est sur 3 étages dans cette tour-là, et on est plutôt, je ne veux pas dire qu'on est en mode start-up, mais ça ressemble pas à un vieux média. C'est plutôt un mode agile. Et les startups, je crois les équipes qui sont en place aujourd'hui parlent leur langage. Donc on n'a pas trop de difficultés avec ça. D'accord. Peut-être que je voulais juste rebondir sur le fait que vous êtes donc chez Microsoft. Et donc il y a presque un média ou un pôle d'innovation au sein d'une culture très digitale. Est-ce que ça fait partie pas des règles, mais des solutions ou des choses des leviers de croissance? C'est un hasard Microsoft, c'est parce qu'il y avait de la place pas trop loin de France Télé. En fait, ça n'a rien. La partie où on est n'appartient même pas à Microsoft, c'est une partie de bureau, mais enfin c'est dans la tour Microsoft. Mais sortons du hasard. Est-ce que c'est pas un modèle intéressant? Oui, bien sûr, à l'intérieur d'un média. Alors il y a les 2 écoles. Il y a l'école où effectivement c'est bien d'être en contact, et je crois avec ce monde-là, le monde des startups, le monde beaucoup plus agile, fluide, rapide.
sur la vitesse, sur l'efficacité que le vieux média. Il y a en même temps l'autre école qui dit mais attention, si vous êtes séparés, vous n'infusez pas. Comme le disait Damien, et vous êtes à l'extérieur. La rédaction numérique de France Télévisions, elle, au contraire, est au sein de la rédaction, même si on n'est pas dans les open space, malheureusement, type de la BBC ou de la RTBF ou des gens comme ça, mais au moins elle est près de la rédaction. Donc il y a quand même une proximité. On ne peut pas être séparé du vieux média, parce que sinon on part tout seul. Donc Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de lieux d'innovation? Alors, on a la cantine à Nantes ou à Paris, il y a comme ça des lieux d'innovation dédiés au monde digital, il y a des accélérateurs. Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas de se dire, dans un média qui est aussi un lieu d'innovation, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un étage dédié aux startups? Est-ce que la solution, c'est quoi? C'est de créer un lieu à côté, limite de créer un café ou quelque chose comme ça, où on va avoir de l'innovation dedans avec des journalistes qui sortent? Ou est-ce que l'innovation, il faut la faire rentrer dans le média? À titre complètement personnel, pour la Média Lab Session, c'est une question où c'est beaucoup posé. On va tout d'un coup créer des week-ends où on va innover à l'extérieur des médias, on a un mal fou à les faire rentrer. On fait la Média Lab Session, pendant une semaine, on peut être sûr qu'on a 100 mails de gens qui nous disent « j'aurais adoré être là ». Mais donc il y a un vrai souci de communication, une vraie peur aussi des nouveaux formats. Donc est-ce que ça, c'est pas une des clés, en fait, une des clés de succès, tout d'un coup, de se dire, dans les médias, d'avoir un étage dédié où on accueille les startups, où on les accélère, où on les incube, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est une solution? Nous sommes un journal. Nous sommes un journal. Est-ce que vous voulez en parler ou pas, ça d'ailleurs? Mais de nouveau, alors moi, je n'ai pas les problématiques que Eric peut avoir dans un grand groupe, mais quand on voit ce que fait le New York Times, entre autres, en créant un accélérateur et même en incubant des startups en interne, il y a des accélérateurs purement médias qui sont en train aussi de produire leurs premiers effets. Il y a aussi une chose qui moi, me paraît assez marquante, c'est que il y a des startups qui se lancent en n'étant pas médias du tout, avec un produit ou avec un service qui n'a rien à voir, et puis qui se rendent compte qu'en se racontant elles-mêmes, elles commencent à développer une audience, elles commencent à développer du contenu, qui est avec une problématique qui est géniale, qui est elles ne le vendent pas ce contenu-là, puisque by the way, elles vendent d'autres choses sur le côté. Et progressivement, elles fédèrent autour d'elles des communautés qui, elles aussi, commencent à raconter leurs histoires, commencent à faire des contenus qui sont intelligents, qui commencent à apporter du sens. On a un exemple de start-up chez Nessup, c'est Sharebox, qui au départ, c'était une start-up qui se lançait sur le principe de dire on va faire en sorte que dans les entreprises, quand il y a des gens qui sont des passionnés de macramé, de poterie, de faire des sushis, de faire plein de choses comme ça, il y a plein de passions qui sont annexes au boulot, on va ramener ces gens-là et leurs passions au sein de l'entreprise et on va faire en sorte d'avoir des ateliers dans les entreprises. En développant ça, ils se sont rendus compte que c'était des choses qui pouvaient se raconter. C'est des choses qu'ils ont commencé à mettre vraiment à structurer et ils ont vendu un programme à la RTBF. Et donc ils sont arrivés finalement avec eux aussi une envie de se mettre au service des gens et ils se sont dit à un moment donné on peut devenir média nous-mêmes aussi et on peut vendre un contenu et donc ils sont devenus producteurs, ils ont acheté des caméras, ils ont commencé à réaliser des choses et ils vendent ce programme-là à la RTBF. Donc à un moment donné, il y a un effet d'opportunité aussi qui se fait. Les médias ont toujours été à l'écoute de ça. En même temps, il faut pas sous-estimer les problèmes culturels dans ces vieux médias. C'est toujours le même sujet. C'est le problème culturel qui est le numéro un dans ces médias-là. On parle dans un monde idéal où la proximité avec les startups fonctionnerait. Je vous donne un exemple vraiment tout bête. On a dans les différentes conférences auxquelles on participe où on amène des startups, en ce moment, on montre beaucoup les voitures. Alors chez nous, les gars, ils disent mais pourquoi ils nous emmerdent? On est une chaîne, on est un groupe de télévision et ces abrutis là, ils nous mettent des voitures dans les stands et on a même amené là sur le lab de Roland Garros, on la montrera à Futur en Scène la semaine prochaine, la première voiture open source qu'on peut bâtir en kit, qu'on a été chercher en Italie. Les gars, chez nous, ils nous disent mais enfin ça va pas, non? Nous on fait Roland Garros si tu veux, mais les voitures c'est pas notre truc quand même. Et or on travaille avec Renault, on travaille avec Peugeot. Pourquoi? Parce que dans quelques années, effectivement, on a c'est pas l'intuition, on sait déjà que ces voitures, elles seront autonomes, sans conducteur,
qu'on pourra mettre des écrans dedans, que les gens feront peut-être autre chose que de conduire, qui pourront regarder des films, des séries, voire peut-être France Télévisions. Et donc, oui, on a un petit intérêt. Voilà ce genre voilà le genre de friction un peu bête. Est-ce que ça veut dire tout simplement que cette mixité entre culture startup, culture média va infuser dans le média, mais non pas pour révolutionner le média ou en tout cas le faire évoluer, mais surtout pour aller chercher d'autres secteurs, d'autres marchés. Et en fait, est-ce qu'un journal ne serait pas fondamentalement un journal? Non, parce que là, vous voyez bien qu'on essaye de flinguer la radio dans la voiture. Non, mais ça veut dire qu'il y a d'autres marchés, entre guillemets, pour avoir un discours très marketing, d'autres marchés à aller chercher, et qu'effectivement, un média est une marque, et qu'il peut y avoir d'autres secteurs dans lesquels cette marque peut infuser, et où l'information, du coup, est partout. Et là où l'information est, les médias doivent y être, donc aller beaucoup plus loin que les supports les supports qu'on a aujourd'hui. Ouais, mais quand on voit, tu parlais de Vox tout à l'heure, mais historiquement, si on prend les TechCrunch, on prend les Mashable, on prend ces blogs au départ de techno, ils ont compris très vite qu'ils devaient se diversifier. Et leur force, c'est qu'ils n'avaient pas à devoir gérer un paquebot derrière pour avancer. Et une structure. Ils ont pu être très agiles là-dessus et dire, OK, on a une publication, on essaie de la monétiser avec de la pub, mais on va aussi faire des événements. Et on va aussi faire des bouquins, des cartes blanches. On va aussi faire du conseil. On va aussi faire éventuellement de la formation. Et donc d'avoir plusieurs pattes à son tabouret pour faire en sorte de ne pas se rendre complètement dépendant d'une seule source. Ce qui est valable aussi par rapport à des subventions publiques, par exemple. En Belgique, moi, je suis toujours assez interpellé par la quantité d'argent qui est encore injectée dans des structures médias. Et parfois, si ce robinet-là se coupe, ça tombe tout seul, quoi. Et malheureusement, tous ces journalistes qui nous disent attention, les nouvelles techno, machin, j'ai entendu il y a des phrases qui sont terribles. On parle de fascisme technologique. Bien, ok, fine, c'est bien d'avoir cette conscience-là, mais d'où vient le pognon qui te paye ton salaire? À partir du moment où c'est de la perfusion permanente. Alors, il y a des mécanismes là derrière qui sont très intéressants par rapport. Et là, c'est un vrai sujet de société aussi. C'est comment l'argent public est utilisé. Il faut pouvoir aussi. Moi, ma perception à moi, mais de nouveau, je force personne à la partager, c'est de se dire que l'argent public peut aider à donner un coup de starter au début. Mais après, on doit trouver son économie, on doit pouvoir se dégager de ces subventions-là. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec NestUp ici. C'est un financement qui est public au départ, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne prend pas d'equity dans les startups qu'on accélère, mais on sait qu'on doit trouver notre propre économie. Et c'est d'ailleurs, ça a été écrit en toutes lettres dans le contrat de départ qu'on a avec Creative Wallonia, c'est qu'on est en train d'avancer dans ce modèle-là. On construit notre propre modèle. Pourquoi est-ce que les médias ne seraient pas dans le même genre d'état d'esprit? On part du principe que la RTBF est le seul média de service public autorisé en Belgique. On part du principe que France Télévisions est le seul média de service public. Ben non, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir tellement d'autres choses. On peut injecter un puisième de ce qu'on met dans l'aide à la presse, dans l'aide à l'innovation, à la créativité. Et je suis convaincu que ça fera bouger beaucoup plus le monde. Bon, alors du coup, on va devoir conclure, ou en tout cas laisser la main pour une petite question ou deux pour le public. Et du coup, sur la question à savoir entre la culture du digital ou la culture des médias, ce format hybride, on l'a un tout petit peu dessiné en fin de conférence. En tout cas, effectivement, du point de départ de cette conférence, on se disait, il y a beaucoup de choses quand même. Là, on est sur un réveil un peu compliqué et on a quelques freins. On se rend compte très vite que, allez, restons quand même hyper positifs et il y a quand même tout à inventer derrière. Et c'est effectivement ce que tu dis dans ton cahier de tendance à la fin, et on avait gardé simplement le point de départ, mais c'est ça qui est intéressant. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Plus particulièrement sur la télévision. Plus tôt ce matin, dans cette salle, il y avait une conférence sur le User Experience Design, donc le produit qui est dessiné par l'utilisateur finalement, en tout cas en co-création. Et par exemple, sur l'information, j'ai l'impression, je n'ai pas entendu du tout pendant la conférence le mot d'interaction, le fait avec les outils qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est très simple, de consulter sur les sujets, sur les formats, sur les durées, voilà, que l'utilisateur devienne acteur. Parce que j'ai le sentiment que moi, ce que je vois à la télé, ça répond, mais alors pas du tout à ce que j'envisage, et notamment sur les horaires sur lesquels sont programmées les choses intéressantes. Mais c'est quels horaires vous préféreriez? Je considère que, alors excusez-moi, je rentre un peu politique, mais aujourd'hui on a des débats de société en fait qui sont assez
violent, et je considère qu'un média tel que France Télévisions notamment devrait être là sur du prime time pour proposer d'avoir des émissions sur un sujet en particulier, voire plusieurs émissions, et avoir le temps d'avoir des débats d'experts avec des sondages peut-être, comme on fait pour la Starac, pourquoi ne pas le faire sur des émissions d'actualité. Et voilà, essayer de fédérer en fait autour de sujets qui font discorde, je trouve. Non, mais c'est un avis total, vraiment respectable. Alors, un mot sur l'interaction, vous avez raison, on est au début de cette aventure-là. Il y a 2 ans, peut-être un peu plus, ce qu'on appelle la social TV n'existait pas. Et donc, les interactions qu'on est en train de mettre en place sur de plus en plus de programmes, de plus en plus de genres, parce qu'on parle de genre à la télé, se développent avec Twitter, avec Facebook, avec les outils qu'on a. Mais on est vraiment, et vous avez raison, au début. Je suis convaincu, comme vous, qu'on va vers la coproduction avec l'audience. Mais dites ça aux conseillers de programme ou aux gens dans la télé, c'est pas facile à faire passer comme message. Mais je suis, comme vous, absolument convaincu qu'on va aller vers cette coproduction, à mettre en scène, à mettre en œuvre, à mettre en expérience utilisateur, effectivement, parce que ça aussi, on ne sait pas encore bien le faire, et on n'a pas les compétences en ce moment pour bien les mettre en valeur. Et je suis désolé, ce sera la seule question, mais ce que je vous propose, c'est qu'à la limite, on se retrouve... Attends, pardon, parce que le micro a déjà été donné à quelqu'un, donc je veux quand même pas le frustrer à ce point-là. On va prendre la dernière question. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question à propos du financement, en fait. Tout ce qui est média, pour moi, le journalisme avec un J majuscule, ça doit être un média indépendant et surtout financièrement. Et là, je vais plus vous donner un point de vue, mais pour moi, le modèle de start-up, c'est le seul modèle qui permet de changer les médias traditionnels qu'on a aujourd'hui, qui pour moi peuvent être influencés par leur type de financement, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Et pourtant, en me posant la question, je me dis qu'aux États-Unis, où le financement est très privé aussi, il y a de forts lobbies, on a quand même des journalistes qui ne vont pas dans la complaisance, qui arrivent à être plus sur le fond. Et ce que je retraite en France, c'est que l'ensemble des journalistes ne vont pas vraiment dans le fond, ils préfèrent rester sur la petite phrase politicienne. Alors, à des rares exemples comme des nouveaux médias comme Mediapart, pour moi qui est un très bon exemple, ou OVNI qui était un excellent site d'information. Je vais devoir te couper, je suis désolé. Une réaction à ça, juste avant de finir? Financement. Alors, sur... T'as 30 secondes, bien sûr. Oui, bah alors, écoute, je suis... en fait, tu soulèves un point qui est un modèle. Est-ce que tu vas faire payer du gratuit? Donc, ton but, c'est de faire maximum de vues en ligne et donc de sortir ton papier le plus rapidement possible pour faire augmenter ton audience, versus du payant. Donc, tu as le temps de creuser et d'avoir un minimum d'indépendance. Je suis d'accord avec toi, mais plus d'un point de vue citoyen, qu'à partir du moment où tu fais un boulot de média, que tu prends la parole, tu as une responsabilité de prise de parole. En revanche, parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et justement que lorsque on a des journalistes avec un grand J majuscule, ou en tout cas qui considèrent qu'ils ont un grand J majuscule, qui vont cracher sur du Webedia ou sur du Melty en disant c'est pas du média, il faut toujours garder à l'esprit que la première responsabilité d'abord d'une boîte de médias, c'est de réussir à bouffer tous les jours. Parce qu'une fois qu'elle est fermée, et tu prends l'exemple d'OVNI, ça c'est, si tu veux on peut en parler, mais OVNI finalement c'est terminé. Et donc, si tu veux aller dans le fond, la première responsabilité, c'est de réussir à faire rentrer du chiffre. Et ensuite, tu te démerdes avec les annonceurs ou pas. Et c'est une histoire d'homme et de patron avec un grand P majuscule qui est capable de tenir et de séparer. Mais ça, c'est un métier. Alors peut-être que la crise économique, tout ça a forcé à amener à avoir des patrons moins courageux sur ce sujet-là. Mais fondamentalement, ne pas oublier que tu peux faire tout ce que tu veux et vouloir être pur. Si tu es mort, tu ne feras pas avancer le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci à nos 3 invités.